L'un des aspects les plus déroutants de la franc-maçonnerie, pour un regard extérieur, c'est le rituel. On se dit, mais pourquoi toutes ces simagrées, pourquoi ces procédures compliquées et peut-être même un peu ridicules? On peut d'ailleurs aussi en dire autant des symboles et de ce qu'on appelle en franc-maçonnerie les décors, c'est-à-dire les tabliers, les écharpes, les médailles dont les francs-maçons se revêtent pendant leurs travaux. C'est un thème récurrent de l'antimaçonnisme de dire que tout ça est un peu grotesque. Si les rituels de la franc-maçonnerie alimentent les critiques et parfois les moqueries, ils sont pourtant issus d'une longue tradition, inspirée par les premières corporations de tailleurs de pierre en Écosse et en Angleterre. Ce sont elles qui sont à l'origine du mot franc-maçon. Le mot franc-maçon est un mot singulier qui remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a sur les chantiers des ouvriers qui s'occupent de la pierre et en particulier des gens qui sculptent de façon très fine, qui ouvragent la pierre. Ils ne peuvent pas travailler sur n'importe quelle pierre. Il faut une pierre calcaire à grains très fins qui se prête à ce travail de taille très sophistiquée. Ça s'appelle la pierre franche, en anglais freestone. C'est une pierre qui est libre de se prêter au travail de la sculpture fine. Ces maçons qui vont travailler cette freestone vont être appelés Freestone Masons et par contraction Freemasons. Dès le XIe siècle, ces premiers francs-maçons se regroupent en confréries, à l'intérieur desquelles on commence déjà à parler de loges et de rituels. Au Moyen-Âge, les premières loges étaient des bâtiments qui étaient adossés au chantier de construction et qui permettaient aux ouvriers de se retrouver, de manger, de ranger les outils, de discuter et aussi d'être initiés à un certain nombre de secrets. On initiait les jeunes apprentis, on leur transmettait un certain nombre de gestes et puis de mots sacrés pour se faire reconnaître comme tailleurs de pierre d'une certaine corporation. C'est cette origine-là qui a perduré dans le temps, même si les francs-maçons d'aujourd'hui, et moi le premier, serais bien incapable de construire un mur tout droit. Ces confréries de maçons, elles gèrent à la fois la formation, elles gèrent aussi la solidarité, et puis aussi, ces confréries avaient une dimension spirituelle, elles avaient souvent des chapelles dédiées aux saints protecteurs de la confrérie. En 1390, apparaît un premier manuscrit, le Regius, écrit par un auteur inconnu et qui pour la première fois édicte les règles communes à tous les francs-maçons. Il sera suivi 30 ans plus tard par le manuscrit de Cook. Ces deux textes, considérés comme fondateurs de la franc-maçonnerie dite opérative, sont les premiers d'un ensemble de 130 documents baptisés les Anciens Devoirs. Ils décrivent le fonctionnement des corporations de bâtisseurs et les mythes liés au métier de maçon. Avec le temps, ces premiers francs-maçons vont accepter au sein de leur confrérie des personnes venues de l'extérieur. À partir de l'extrême fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, les loges de maçons vont donner plus d'ampleur à un usage qui était classique et assez ancien, qui est l'acceptation. Les sociétés professionnelles, autrefois, recevaient des notables qu'on appelait les acceptés, c'est-à-dire qui n'étaient pas des gens du métier, mais qui étaient des gros clients, le curé ou le pasteur, qui étaient reçus dans la société de métier, mais qui étaient naturellement un peu marginaux, qui venaient d'ailleurs pas régulièrement aux réunions, qui devaient venir au banquet annuel et puis une fois de temps en temps. Et en Écosse, au XVIIe siècle, et puis en Grande-Bretagne de façon plus large, ces sociétés de métier vont recruter de plus en plus d'acceptés jusqu'à ce que certaines ne comprennent que des acceptés. À partir de ce moment-là, il y a l'apparition d'une franc-maçonnerie qui compte des membres qui ne sont plus des maçons de métier, mais des notables, des gentlemen masons, comme on dit à l'époque, etc. Et quand la franc-maçonnerie opérative va se transformer dans ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative, qui cette fois ne cherche plus à fabriquer des édifices matériels, mais plutôt des édifices intellectuels, moraux, spirituels, on va se référer à ceux qui étaient bien sûr l'aristocratie des chantiers, c'est-à-dire les Freemasons. Mais aussi, on va accorder au terme anglais Freemasons une nouvelle signification. On va prendre le mot free, qui veut dire libre, comme un adjectif qui qualifie les maçons.
Et on va dire que c'est les maçons qui sont libres. Mais libres de quoi? Libres parce qu'ils ne sont pas membres de ce métier, mais qu'ils peuvent idéaliser le travail de l'architecture, le travail de la taille de pierre, en disant il ne s'agit plus de tailler une pierre matérielle, mais il s'agit de me tailler moi-même, de m'édifier moi-même. Et donc, on joue en permanence entre ces deux sens du mot franc-maçon, le sens opératif et puis le sens spéculatif. Elias Ashmole est considéré aujourd'hui comme l'un des premiers francs-maçons dits spéculatifs. Antiquaire et homme politique, il est initié en 1645 dans la ville de Warrington, située dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est ici, dans cette petite ville de 200 000 habitants, qu'a été créée au XVIIIe siècle l'une des plus anciennes loges maçonniques de l'histoire. À l'époque, ses membres se retrouvaient dans des tavernes de la ville. Sur certaines tombes, on retrouve des symboles qu'ils faisaient graver pour signifier leur appartenance à la franc-maçonnerie. David Harrison est historien et archéologue, spécialiste des francs-maçons, et lui-même maître de la Grande Loge d'Angleterre. C'est l'église Saint-Elphine, la plus ancienne église de Warrington. Elle remonte au début de la période médiévale. La loge des francs-maçons se réunissait un peu plus bas dans la rue. Ça, c'est la tombe maçonnique de William Hunt. Il était médecin à Warrington et membre de la loge des Lumières. Il est mort en 1854. Et c'est ici qu'il s'est fait enterrer avec des symboles maçonniques qui vont assez bien ensemble. Ici, on a l'équerre et le compas, le fil à plomb, l'étoile à 6 branches, ou l'étoile de David, on dit aussi l'étoile du roi Salomon. Et l'œil de la Providence, qui est évidemment l'un des symboles les plus importants et qui fait tant parler les adeptes de théorie du complot. Donc on a un bel ensemble de symboles. Mélange de références religieuses et de rappels aux outils utilisés au quotidien par les maçons bâtisseurs, ces gravures sont autant de symboles que les nouveaux francs-maçons se sont appropriés. Ça, c'est la tombe de Charles Wainwright, mort en 1851. Lui aussi était franc-maçon. On retrouve l'équerre et le compas, l'œil de la Providence, le soleil, la lune, les 7 étoiles autour de la lune, ce sont des symboles maçonniques très répandus. De l'autre côté du cimetière se trouve une tombe encore plus singulière. Et voici une autre tombe maçonnique, c'est celle de mon arrière-arrière-grand-oncle, Henry Harrison. Il est mort en 1844. Et regardez, il y a un message codé inscrit sur le contour de l'arche. Le code utilisé est ce qu'on appelle le chiffre Pink-Pen, qui est fréquemment utilisé pour la correspondance entre francs-maçons. Le message signifie « Gloire à Dieu en haut ». Lorsque les francs-maçons venaient se recueillir ici, ils savaient ce que ça signifiait. On en revient toujours au thème du secret, des codes. C'est ça qui relie les francs-maçons entre eux. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils se reconnaissaient à cette époque, qu'ils pouvaient immédiatement comprendre la signification des symboles, et qu'ils savaient que Henry était un franc-maçon. Les symboles gravés sur les tombes de Warrington se retrouvent dans tous les temples maçonniques. Ils sont omniprésents sur les murs, les vêtements, les objets, les affiches. Et s'ils sont aujourd'hui identifiés par le monde entier comme représentatifs des francs-maçons, il est impossible d'en extraire une signification unique. Chaque membre de chaque loge peut les interpréter à sa façon, selon sa propre philosophie ou ses propres croyances. Les symboles les plus importants pour moi sont l'équerre et le compas. L'équerre peut évidemment signifier que nos frères sont au niveau. Ce sont aussi des hommes droits. Le compas, lui, est bien sûr un outil de précision. Il était utilisé en ingénierie et en sciences naturelles. Et surtout, on peut utiliser un compas pour tracer un cercle. Et là, nous avons l'un des symboles les plus essentiels pour un être humain, qui est le cycle de la vie.
Nous empruntons ce chemin, vie, mort et renaissance. Il y a aussi le crâne et les os croisés. Ça, c'est un très vieux symbole. Et là, on parle de moralité et de mortalité. La moralité dans le sens où on peut mener une belle vie et mourir en homme heureux. Et la mortalité parce que ceci nous rappelle que nous finirons tous à l'état de squelette.